Bonjour à tout le monde, membres, participants dans l'auditoire. Bienvenue au webinaire d'Exportation et Développement Canada à propos du commerce d'exportation dans la région sud-américaine. Je suis Phil Taylor, votre animateur pour aujourd'hui. Juste avant de commencer, je veux juste que vous sachiez que la séance aujourd'hui sera diffusée sur le web avec interprétation simultanée. Alors, pour notre auditoire francophone, nous offrons une traduction simultanée disponible sur votre écran. Alors, veuillez tout simplement choisir le bouton français. Alors, quand on parle d'exportation et développement Canada, ODC, j'aimerais vous présenter. Nous sommes organisme officiel accrédité de l'exportation du Canada. Alors, nous sommes comme une banque, une compagnie d'assurance jumelée. Nous sommes là pour développer le commerce extérieur du Canada en aidant les entreprises canadiennes de toutes les tailles à exploiter des débouchés offerts sur le marché international. Nous leur faisons donc profiter de l'expertise et les connaissances étendues que nous avons acquises en travaillant aux côtés de plus de 7000 entreprises canadiennes de plus de 200 marchés autour du globe. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous en apprendre plus à propos de nos représentants sur le terrain en Amérique du Sud. Et à mes côtés aujourd'hui, d'abord, Joanne Tognarelli, notre représentante en chef en Amérique du Sud, Stephen Benoit, notre représentant en chef de la région andine, Gustavo Calvis, représentant en chef pour projet en infrastructure et secteur des finances au Bogota. Bonjour tout le monde, bonjour. Et bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue aux nombreux participants à ce webinaire. Nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous et nous espérons que vous trouverez la séance aussi utile qu'instructive. Surtout si vous penchez du côté du monde des affaires en Amérique du Sud. Pour ce qui est de l'ordre du jour, nous discuterons au sujet des principales tendances, possibilités, genres d'accords qu'on retrouve parmi nos divers secteurs du marché. Ensuite, durant la dernière moitié du webinaire, nous offrirons la séance foire aux questions. Vous pourrez poser vos questions, mais nous allons enregistrer cette séance de façon individuelle comparativement à foire aux questions. Étant donné qu'on a ces trois personnes-là qui nous viennent des régions internationales et que ce n'est pas facile de les réunir tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Nous allons vous envoyer un survol, si vous voulez, des points principaux. Tout sera enregistré. Si on commence avec un survol des grandes tendances au sein de vos marchés. Alors, Steve, si on commence avec vous. On vient juste de lancer le nouveau bureau Bogota. Alors, vous êtes en plein milieu. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les tendances? Il y en a deux d'abord. Il y a eu le prix qui augmente dans les marchandises. Et ça permet de faire accroître les investissements des compagnies canadiennes. Alors, dans les secteurs industrie pétrolière et gazière en Colombie, vous allez voir que ça va vraiment nous aider dans le marché et aussi les industries minières au Pérou. Et bien sûr, quand on parle dans cette région-là, on parle de l'infrastructure, le financement des projets. Et ça, c'est là où vous connaissez bien, n'est-ce pas, Gustavo? Alors, qu'est-ce qui fait accroître le marché? Alors, c'est l'infrastructure qui prime d'abord dans notre région. C'est pays se penche du côté des partenariats privés-publics, 3P si vous voulez. Alors, ces partenariats, là, de 3P, on parle de routes, construction de routes et infrastructures sociales. Quand on parle de partenariat 3P, vraiment, c'est une belle occasion pour les compagnies canadiennes. Le Canada a déjà une bonne renommée, beaucoup d'expérience en ce genre de structure à l'échelle mondiale. Ce que nous essayons de faire ça ici, c'est agencer, jumeler les besoins du marché sud-américain et retrouver du côté canadien où on peut nous aider, où ils ont une expérience dans les besoins. Alors, comment jumeler ça, Steve? Bien, on essaie de jumeler les occasions, à savoir où est-ce qu'on a besoin
d'aide dans certaines affaires. Alors, Gustavo et moi travaillons beaucoup dans la région andine. Nous avons des bureaux régionaux pour les petites entreprises et autres à l'échelle canadienne. Nous avons des équipes sectorielles qui comprennent très bien quelles sont les capacités au Canada. C'est vraiment une approche matricielle, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire au Canada, où est-ce que les compagnies canadiennes font affaire à l'échelle nationale et comment ils font affaire à l'échelle internationale et comment ils pourraient nous aider dans notre région. Quelles sont les occasions? Eh bien, il y a les secteurs pétroliers et gaziers. Il y a vraiment une bonne croissance en Colombie. Par exemple, on a déjà permis à 300 Canadiens, en fait, d'entreprises de venir aider au Pérou. Le secteur minier prime. Chaque année, de 50 à 70 nouvelles compagnies canadiennes viennent percer le marché. Alors, nos équipes sectorielles nous font savoir quelles sont les compagnies canadiennes qui pourraient nous prêter main forte dans la région. Alors, nous faisons le lien, les contacts. Alors, si on parlait du Brésil et de l'infrastructure, il y a beaucoup de bonnes tendances là, n'est-ce pas? Parlez-nous-en. Oui, d'accord. Oui, nous sommes vraiment passionnés d'avoir ouvert notre bureau au Bogota. Nous en avons 2 au Brésil, un à Sao Paulo, et nous avons aussi un bureau au Santiago, à Chili. Ça nous donne une idée à savoir où sont les meilleures occasions d'affaires. Au Brésil, et c'est le cas aussi au Chili, l'infrastructure prime. Les structures partenariat P3 aussi sont utilisées là. Et au Brésil, ça dépasse simplement de combler les lacunes d'infrastructure. Il y a les Olympiques en 2016 que nous avec lesquels nous allons composer et autres domaines sportifs. Quand on parle de transport aussi, l'infrastructure de transport sera très importante pour ces événements-là, de la Coupe mondiale, par exemple. Nous avons les compagnies de construction au Brésil qui travaillent d'arrache-pied, étant donné la source du travail en infrastructure. Il y aura beaucoup d'occasions. Oui, c'est bien. Beaucoup d'occasions, c'est bon. Quand on regarde ce qui se passe là, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de tout bord, de tout côté. Quel genre d'affaires se passe dans vos marchés, dans vos régions? Est-ce qu'il y a des marchés qui sont vraiment plus alléchants? Quand on parle de la région andine, si on parle de l'Alliance Pacifique qui inclut le Mexique, il y a de bonnes occasions d'accroître son chiffre d'affaires. Ce sont des marchés qui, au sein des 10-15 dernières années, ont vraiment se sont vraiment accrus de 8 à 9 %. Et si on continue avec la lancée, ils ont de bons chiffres d'affaires, de bonnes façons de réussite. Gustavo, on sait que dans l'infrastructure, il y a aussi une façon de bien accroître le financement pour l'infrastructure. Vraiment, ça, c'est là pour aider avec la lancée. Parlez-nous de ça en ce qui a trait à l'infrastructure. Du côté de l'infrastructure, quand on parle des régimes de retraite du Canada, se cherchent des occasions rêvées en Colombie et au Pérou, par exemple. ENCO, le régime de pension de l'Alberta, nous ont utilisé en Colombie à titre d'outil pour nouveaux investissements du côté de la construction. Nous avons de grandes compagnies d'ingénierie qui se sont fait bien connaître dans ce marché et ils ont aussi une présence dans l'industrie pétrolière et gazière. Étant donné ce qui se passe dans nos régions, il y a de nouveaux secteurs qui s'ouvrent là. Alors, ce sont des occasions rêvées pour les entreprises canadiennes qui veulent pénétrer le marché, n'est-ce pas? On voit aussi une convergence actuelle, comme je l'ai mentionné. Voilà c'est vraiment le secteur de l'extraction au Pérou. On continue ici. Il y a 14 compagnies d'infrastructure qui font affaire au Pérou au début. Ils voulaient se lancer dans l'industrie minière et ils ont vraiment su
accroître leur chiffre d'affaires avec des occasions rêvées. D'autre côté, on a regardé aussi du côté d'une compagnie canadienne qui s'est occupée de gérer une compagnie de l'infrastructure. Elles ont construit leur propre chaîne d'approvisionnement. Il y a eu toute une gamme de sous-traiteurs qui sont arrivés, de compagnies sous-traitantes, environ 30 compagnies sous-traitantes qui ont pu mettre à profit le fait qu'une compagnie de grande envergure avait pénétré le marché. Alors, la façon la plus vite de pénétrer le marché, c'est de suivre les compagnies qui sont déjà établies parce qu'ils s'y connaissent déjà. Alors, si vous voulez offrir un approvisionnement, penchez-vous de ce côté-là. Bien sûr, les marchés qui vous intéressent. Alors, les marchés qui intéressent les gens, dans quel monde des affaires est-ce que les Canadiens pourraient s'intéresser, ce qui intéresse les Brésiliens aussi? Eh bien, au Brésil, c'est le même thème qui prime dans la région andine. Ce que le Canada et l'Amérique du Sud partagent serait les industries de matières premières au Brésil, au Chili, le domaine forestier, aquaculture, domaine minier et l'industrie pétrolière et gazière. On a mentionné au Brésil l'infrastructure pétrolière, gazière aussi. Et bien sûr, dans le domaine de l'industrie minière, ce qui intéresse les Canadiens, là, bien sûr que les Canadiens, Canadiennes dans le monde des affaires pourraient s'agencer bien avec ce qui se passe là. On a parlé de Goliath en Amérique du Sud dans le domaine de l'industrie minière. Que ce soit une industrie minière souterraine ou à ciel ouvert. Alors, il y a des occasions rêvées. Il y a une bonne partie du chiffre d'affaires dans le pays qui provient de ce genre d'industrie-là. Quand on parle du Chili, quand on parle de l'agencement, avec les matières premières, on parle de bon agencement avec la renommée des Canadiens, Canadiennes qui peuvent venir ajouter l'approvisionnement si vous voulez. Nous avons toute une gamme de compagnies qui se penchent du côté des matières premières. On ne pense pas nécessairement technologie, chef de file, mais c'est ce que les entreprises canadiennes représentent et ça peut nous être utile. Bien sûr qu'on a entendu de valeur ajoutée, à savoir qu'est-ce que le Canada pourrait ajouter à ses marchés. Si on parlait d'approvisionnement encore, alors à savoir qu'est-ce qui s'agencerait le mieux pour vous. Alors, par exemple, le bureau au Bogota, si on regardait leur présence sur le marché, qu'est-ce que ça représente pour les compagnies au Canada, à savoir n'importe quelle compagnie qui voudrait faire partie de la chaîne d'approvisionnement et valeur ajoutée. En plus de la création de l'Alliance Pacifique et la croissance qui continue avec les multilatino, c'est-à-dire les compagnies en Amérique latine qui ont voulu dépasser les bornes du pays et aller à l'externe. On parle de création d'énergie, télécommunications, centrales d'électricité. Alors, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui s'y connaissent bien au point de vue technologie et expérience dans ce domaine-là. À titre d'exemple, à savoir qu'est-ce que l'EDC a fait jusqu'à maintenant, l'année dernière, l'EDC a organisé une mission vers l'intérieur où les compagnies en Colombie et autres régions sont venues au Canada pour rencontrer sur le terrain les compagnies qui pourraient leur être utiles, que ce soit à Toronto ou à Vancouver, et connaître leur technologie. Et cette année, ce qui a découlé de ça, c'est une nouvelle organisation d'une mission où les compagnies canadiennes vont maintenant aller sur le terrain en Amérique du Sud pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient connaître mieux sur le terrain. Oui, on parle de valeur ajoutée de la part des compagnies canadiennes. Quand on parle de votre marché au Brésil, on parle de la potasse. De quoi parlons-nous exactement quand on parle de cette industrie-là? Eh bien,
Il y a beaucoup, on parle de Goliath là, quand on parle d'engrais. Quand on parle de la potasse, eh bien, ça s'agence bien avec la Saskatchewan. Au Canada, c'est là où on exporte le plus la potasse. Alors, si on parle de ça, Steven, vous en avez déjà fait ça au sein de votre carrière. Si vous êtes une compagnie canadienne et que vous vous penchez de ce côté-là, et ça me parle. Comment est-ce que je pourrais m'établir là? Ça coûterait combien pour aller là? Eh bien, on aurait besoin d'avoir de bons contacts. Si vous voulez pénétrer le marché, si on parlait du côté financier, comment est-ce qu'on peut aider les compagnies canadiennes? Mais c'est là où EDC a vraiment travaillé de près avec les compagnies canadiennes. On l'a déjà mentionné, l'importance du secteur d'extraction, les secteurs pétroliers et gaziers et le secteur minier pour être capable de faire des affaires. Il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez sur le terrain. Il faut vraiment que vous penchiez du côté des affaires, que ce soit dans le domaine pétrolier ou autre. Alors, EDC est déjà là. On se penche de ce côté-là, savoir qu'est-ce que vous avez besoin avant de pénétrer le marché. Vous avez des besoins de cautionnement, des garanties dont vous avez besoin pour accroître votre chiffre d'affaires. Vous aurez besoin de financement pour continuer à accroître votre chiffre. Vous ne connaissez pas le domaine banquier local. C'est là où l'EDC peut établir de bons contacts avec le domaine banquier. Ce sont les deux aires principales qui pourraient vous intéresser. Quand on parle d'investissement direct outre-mer, les industries canadiennes ont aussi leur propre chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Et ça peut leur être utile. Quand on regarde la croissance du secteur colombien, il y a eu bon nombre, environ 30 compagnies canadiennes qui ont prêté main forte. Alors, les compagnies peuvent venir s'installer, s'établir bien et nous leur offrons le même genre de services, les produits, que ce soit du côté financement, que ce soit du côté de garantie des fonds, assurance. Nous avons eu une occasion intéressante avec fabricant canadien de pièces d'automobile. Son client voulait aller s'installer là. Nous leur avons prêté main forte pour être capable d'établir un partenariat. Et là, ils veulent maintenant continuer ce genre d'échange d'un pays à l'autre. Alors, ça a connu le succès, n'est-ce pas? C'est un bon exemple. Alors, tout ça, il semblerait que c'est trop rose, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est trop rose. Si on parlait de la concurrence, écoutez, c'est pas juste... il ne fait pas toujours soleil, là. Tous les marchés vraiment connaissent un bel essor. Si on parlait de concurrence, est-ce qu'on voit la concurrence qui augmente ou non? Quels sont le genre de valeur ajoutée? Alors, Steven, c'est probablement le meilleur genre de marché. Si vous voulez accroître votre chiffre d'affaires, il faut se retrouver en Amérique du Sud. On ne sommes pas les seuls à voir ça. Tout le monde le voit. La concurrence auparavant arrêtée de Japon, Europe, qui sont déjà là avec des chaînes d'approvisionnement. La Chine, la Corée, par exemple, sont aussi là. Et là, on voit les multilatinos, des compagnies latines qui se penchent de ce côté-là. Il faut vraiment que vous apportiez une proposition de valeur très bien énoncée. La meilleure technologie, par exemple. D'habitude, il faut que vous soyez sur le terrain parce qu'ils veulent un service juste à temps. Il ne faut pas arriver là en vous attendant que vous allez décrocher du jour au lendemain. Vous allez là, mais vous avez toute une gamme de concurrents là. Alors, quelles sont les aires où le Canada prime? Par exemple, les autres compagnies pourraient se pencher du côté des compagnies canadiennes à savoir, sont bien reconnues. Où est-ce que c'est qu'on brille? Alors, je pense que le Canada en a arraché pendant une période de temps en ce qui a trait à notre dollar comparativement à la devise américaine. Nous avons un bon produit, un bon prix. Nous comprenons qu'il faut avoir un bon chiffre d'affaires. Nous arrivons là et nous avons compris ce point de vue-là. Si vous vendez des compagnies qui ont de la misère avec leur prix et qui ont de la misère avec l'approvisionnement, c'est une occasion rêvée. Vous allez voir que du côté des acheteurs dans le marché, ils vont se pencher de notre côté si on a une bonne offre à faire. Mais quand on regarde les compagnies multilatino, quelle serait
l'occasion de faire partie de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on voit au point de vue concurrence à la chaîne d'approvisionnement? Eh bien, c'est féroce au point de vue concurrence, je dois dire ça. Vous ne faites pas la concurrence seulement avec les équipes locales, mais les multilatinos, ces compagnies-là aussi veulent avoir leur part du camembert. Et vous composez avec des compagnies qui viennent d'autres marchés, qui connaissent très bien l'Amérique latine. Alors, les occasions est là, bien sûr, je le souligne, mais encore une fois, il faut vraiment être capable de cibler quelque chose qui pourrait vous distancer des autres de façon positive, où vous pourriez vraiment desservir les compagnies du marché. Alors, ici, au Canada, le Canada prime quand on parle de la technologie de fine pointe. Alors ça, c'est une bonne valeur ajoutée qu'une compagnie canadienne peut offrir dans notre région. Est-ce que c'est un peu de la même chose dans tous les domaines? La technologie fine pointe peut desservir plusieurs secteurs du marché. Oui, je dirais que les compagnies dans nos secteurs ici en Amérique du Sud s'intéressent à ça. Alors, que ce soit une centrale génératrice d'électricité ou autre, la technologie prime. Puis vous, en Amérique du Sud, Joanne, est-ce que vous avez un autre point de vue à ajouter? Mais je dirais qu'un des messages que nous essayons de vous inculquer, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être une compagnie à grande échelle. Pourvu que vous ayez une bonne valeur ajoutée, nous travaillons avec toute une gamme de compagnies qui veulent acheter des produits. Souvent, ce sont des petites entreprises qui font preuve d'innovation et qui savent couper les coûts superflus, si vous voulez. Alors, il ne faut pas penser que c'est seulement les grandes multinationales qui peuvent contribuer ici. On a parlé de propositions de valeur. Si vous voulez vous démarquer en ce qui a trait à votre produit ou la livraison de votre produit, bien comprendre la valeur de proposition chez EDC, on peut vous aider. Quand on parle ici, comment on peut vous aider, là, je parle de tous les participants. Il y a des outils, n'est-ce pas, qu'on peut vous offrir pour être capable de pénétrer ces marchés-là et leur offrir la concurrence. Et Gustavo, si on parlait des diverses façons qu'on peut aider les entreprises canadiennes à pénétrer le marché et y demeurer. Alors, si je vous donnais un exemple pour bien répondre à votre question, d'abord. Alors, le projet de puissance au Pérou, un nouveau produit, le Phoenix. Alors, il y a une composante canadienne très importante en ce qui a trait aux compagnies d'ingénierie et les compagnies sous-traitantes dans la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'était une transaction d'importance quand on parle d'investissement, quand on parle de la trempe du projet. Il y avait plusieurs parties à la table, il y avait toute une gamme de défis à relever. Alors, à l'époque, ce ne sont pas tous les prêteurs qui avaient le goût du risque de la même façon. Alors, il fallait que les personnes à la table comprennent le risque. Nous avons pu vraiment les faire sentir moins nerveux, leur faire comprendre la pertinence de ce genre de projet à l'échelle nationale et voir pourquoi on cherchait leur rapport pour aider dans la région. Un bon exemple de la valeur de l'EDC, c'est la connaissance des affaires sur le terrain. Bien sûr que vous connaissez ça, vous êtes sur le terrain, vous pouvez partager ça avec toutes les autres compagnies aussi. Vous travaillez pour EDC à titre d'équipe, n'est-ce pas? Alors, pouvez-vous nous donner un autre exemple, Steve? Oui, le fait
que nous pouvons contribuer du point de vue financement, ça nous permet l'ouverture de discussions avec toute une gamme de compagnies. Bien sûr qu'on travaille de près avec toutes les compagnies minières au Pérou. Et de façon annuelle, on leur présente de 20 à 50 compagnies canadiennes qui pourraient leur prêter main forte et nous leur disons que l'EDC offre leur soutien à ces compagnies-là. Alors, ces représentantes de compagnies peuvent ensuite aller leur faire l'offrande, si vous voulez, pour aider. Et nous travaillons aussi d'arrache-pied avec l'équipe canadienne, que ce soit le MAEC, les provinces, les associations d'industrie. Là, on présente un effort unifié pour présenter des occasions aux entreprises canadiennes. La marque canadienne est très importante et on veut trouver des endroits pour percer le marché où les entreprises canadiennes se sentent à l'aise. Joanne, on sait qu'on est en train de négocier une entente qui n'est pas encore conclue, mais on ne veut pas laisser sortir le chat du sac. Mais parlez-nous de façon générale, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud et ce qui pourrait arriver. On soutient les investisseurs, les entreprises au Canada. Nous voulons encourager l'approvisionnement pour les acheteurs principaux dans notre région. Alors, nous voulons que ces acheteurs-là puissent rencontrer les compagnies canadiennes qui pourraient les approvisionner. Alors, dès le début, quand on a essayé de négocier notre entente, on a voulu encourager l'apport des banques au Canada en ce qui a trait au financement, l'aspect financier. Alors, il y a eu une bonne partie, un bon apport canadien dans cette entente-là. Quand on regarde du côté des compagnies latines, ce qui se passe à l'échelle internationale, c'est qu'on peut agencer les compagnies non seulement dans la région où nous sommes, mais aussi dans d'autres régions internationales. Alors, il y a une compagnie qui nous intéresse qui voudrait aussi s'aventurer du côté de l'Afrique, non seulement en Amérique du Sud. Est-ce que je peux ajouter un point? L'EDC et le Canada ont une très bonne renommée en ce qui a trait à responsabilité d'entreprise sociale. Alors, les commanditaires aiment bien nous voir à la table parce que c'est un exemple de l'effet de halo, à savoir que nous avons une bonne renommée du côté de l'entreprise et du bon chiffre d'affaires. Oui, quand on parle de RSE, ça, c'est quelque chose qui est très bien vu. Bonne réputation en ce qui a trait à l'éthique et la lutte contre la corruption. Ça, c'est des choses qui priment. Alors, pour faire un survol de ce qu'on vient de parler ici, on a parlé d'offrir le financement à des acheteurs internationaux qui pourraient s'intéresser à nos compagnies et nous mettons à profit ce financement-là, ce genre de financement pour ces acheteurs internationaux qui pourraient vouloir ici et qui s'intéressent à percer notre marché. Alors, si vous connaissez déjà certains acheteurs dans cette région, appelez-nous. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, on peut vous prêter main forte de ce côté-là. Alors, oui, je suis en train d'essayer de nous promouvoir, n'est-ce pas? Mais après tout, je travaille pour l'EDC. Alors, on vous a parlé des choses qui sont disponibles dans ces marchés-là, mais ce n'est pas toujours rose. Le soleil ne brille pas toujours. Il y a des choses dont vous devez être au courant avant d'essayer de pénétrer le marché. Alors, Stephen, les compagnies canadiennes, comment doivent-elles se préparer de façon générale? Selon vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? D'abord, alors, venez prêt à être précis. Alors, dans ce marché ici, on s'en tient au coût. Alors, le modèle a changé du prix le moins élevé au prix du cycle de vie. Alors, venez expliquer comment votre produit pourrait leur être avantageux à longue échéance, à longue haleine. Alors, il faut être
prêts à vous lancer dans le monde des affaires à titre d'entreprise locale. Ce sont des réseaux de vente différents, une culture différente. Il faut que vous soyez capable de négocier votre monde d'affaires à partir de la personne au bas de l'échelle jusqu'à la personne en haut de l'échelle. Alors, il faut établir un bon lien. Il faut que tout le monde se sente à l'aise avec vous quand vous allez faire votre offre du point de vue commercial. Vous avez des agents qui s'occupent de vos finances, de votre financement. Alors, vous savez qu'il faut se pencher du côté des coûts. Alors, Joanne, vous, qu'est-ce que vous pensez devrait intéresser les compagnies canadiennes avant de pénétrer le marché? Alors, je pense que chacun des pays sont différents, n'est-ce pas? Alors, commencez à faire votre recherche. Moi, j'utiliserais les outils comme le service des délégués commerciaux, les missions qui sont organisées par EDC, nos partenaires, les missions d'entrée, des missions de sortie pour bien comprendre le marché. Et une fois que vous avez les renseignements, là, pensez-y vraiment à savoir quelle serait votre stratégie de pénétration de marché. Est-ce que c'est par l'entremise d'un agent ou partenariat avec une compagnie locale? Quelles sont les ressources que vous apportez, vous, pour investir aussi en ce qui a trait à stratégie pénétration du marché? Je veux juste souligner un point aussi qui a été mentionné. Il faut vraiment déployer de bons efforts et ça prend du temps à établir de bons liens, bons rapports avec les compagnies locales. Les compagnies au Brésil peuvent établir une compagnie, ensuite ils établissent un rapport et ensuite c'est le contrat. Alors, ce n'est pas nécessairement le contrat qui va être décroché d'abord. Il faut vraiment faire les recherches requises, à savoir quels sont les marchés pour lesquels on recherche de l'aide dans notre région. Alors, ceci étant dit, même dans certaines industries, c'est une croissance qui n'est pas rapide à courte échéance, mais à longue échéance, il y a beaucoup d'occasions. Alors, ça vaut le coup de déployer les efforts d'investissement, d'étudier le domaine avant de vous lancer dans la pénétration du marché. Oui, c'est vrai, ça prend du temps avant d'établir de bons liens. Alors, Gustavo, quand on parle du financement des projets, Gustavo, vous connaissez là-dedans. Est-ce que vous voulez ajouter à ça? Qu'est-ce qu'on a besoin si c'est ça qui vous intéresse, là? Alors, comme mes collègues l'ont déjà fait, ils ont vraiment parlé des choses principales, à savoir qu'est-ce qu'on devrait, sur quoi on devrait se pencher pour les occasions d'affaires rêvées. Alors, ce qui est important, c'est de se trouver un partenaire local bien établi. Par exemple, dans le domaine de l'infrastructure, ce serait le financement qui primerait en utilisant le modèle P3, n'est-ce pas, de partenariat. Alors, si vous penchez de ce côté-là, si vous comprenez les défis de ce modèle dans la région, ça serait avantageux à la compagnie canadienne qui veut pénétrer le marché, de bien connaître ces domaines-là pour savoir quel serait le montant à investir dans les ressources à chacune des étapes, si vous voulez. Plus vous avez de renseignements, plus vous allez comprendre le processus et être capable d'avancer rapidement dans le processus requis pour vous établir dans le marché. Si on faisait un petit à côté ici, on a parlé de toute une gamme de sujets. Alors, où est-ce que c'est que vous suggériez que la compagnie canadienne s'aventure pour bien connaître le succès? Si on se penche du côté des participantes canadiennes, quels sont les secteurs qui vraiment vous permettent d'accroître votre chiffre d'affaires? On a parlé du secteur d'extraction, les domaines pétroliers et gaziers au Pérou, domaine minier en Colombie. Si on regarde le domaine minier en Colombie, ça pourrait prendre plus de temps. Et domaine pétrolier et gazier au Pérou, ça pourrait prendre un peu plus de temps. La vraie croissance qu'on va voir sera maintenant avec les accords de libre-échange. Il faut que ces pays-là puissent faire acheminer leurs produits sur le marché, alors l'infrastructure va primer.
Gustavo l'a déjà mentionné, l'infrastructure. Sous-jacent à ça, il y a une croissance de la classe moyenne au sein des dernières années. On a vu une croissance de 30 %. Alors, si vous travaillez du côté du consommateur, vous allez voir que vous pourrez vous trouver un partenaire local si vous croyez que vous pouvez établir un partenariat où le produit pourrait intéresser à l'échelle internationale. Oui, lancez-vous là-dedans. Alors, le domaine de fabrication automobile aussi, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant. Alors, il y a des occasions de pièces automobiles, par exemple. Et il y a aussi du côté du domaine de l'agriculture, avec la croissance de la classe moyenne, alors les gens changent leur goût en ce qui a trait à la nourriture. Et en Colombie, il y a toute une gamme d'occasions, là. Joanne, même question. Où est-ce que c'est qu'on pourrait miser de façon générale? On en a déjà discuté. Je veux souligner l'infrastructure au Chili et aussi domaine minier, aquaculture, forestier qui prime. Et au Brésil, évidemment, nous connaissons les Goliaths dans le domaine gazier. Alors, il y a des milliards de dollars dans certains domaines. Alors, il y a toute une gamme de domaines dans la région. Quand on a des conversations comme ça, les entreprises canadiennes se pensent comme étant casées, c'est-à-dire ils ne savent pas où s'aventurer. Par exemple, infrastructure, si vous offrez des circuits électroniques, ça pourrait entrer en ligne de compte. Il y a tellement de sujets en ce qui a trait des produits. Pensez à votre produit et où ça pourrait être utile. Alors, il ne faut pas se caser. Si vous connaissez les occasions, ou si vous pensez à des occasions rêvées, pensez-y, appelez-nous, on pourrait vous aider. Alors, ce qu'on aimerait faire aussi, si tout ça, ça vous parle, quelle serait la première chose à faire avant de vous aventurer dans ce marché-là? Avec qui établir un contact d'abord afin de mieux connaître ce qui se passe au point de vue marché sur le terrain? Gustavo, si on parlait de vous, quels seraient les 5 premiers appels à acheminer? D'abord, la Chambre de commerce Canada-Colombie. Ça serait une bonne façon de commencer. Canada-Pérou et les banques canadiennes dans les régions aussi. La banque Scotiabank, la banque Pérou, Scotia-Pérou, la Banque de développement de la région andine, la Banque de Colombie, bien sûr, il y a EDC. Nous avons beaucoup d'expérience et nous pouvons vous prêter main forte au point de vue de ces marchés-là, que ce soit du côté privé ou public. Alors, on pourrait vous aider du point de vue des affaires commerciales. Et Joanne, avez-vous quelque chose à ajouter? Si vous ne savez pas où commencer, moi, je commencerai la Chambre de commerce et aussi le service des délégués commerciaux. Ça serait le premier service de consultation en tout temps. Et là, on peut vous offrir un réseau de soutien exceptionnel, à savoir où miser. Steve, avez-vous autre chose à ajouter? N'importe quand que je fais une présentation à Calgary, je dis trouver dans un rayon de 6 coins de rue, savoir quelles sont les compagnies canadiennes qui font affaire à l'échelle internationale. Par exemple, le domaine minier dans le nord de l'Ontario. Est-ce que ces compagnies-là se sont agencées avec les compagnies minières dans notre région? Bien sûr que c'est clair qu'il y a beaucoup d'occasions qui vont vous permettre d'entreprendre la première étape. Chambre de commerce, bien sûr, c'est une excellente occasion de bien composer. Il y a des experts, des fiscalistes qui s'y connaissent très bien et aussi des experts avec les clients. Il y a des gens qui s'y connaissent. Là, c'est un excellent service et c'est gratuit. Bien sûr qu'il y a dans le domaine du marché des affaires, je vous encourage de vous pencher de ce côté-là. Alors, avant de nous quitter, un point que vous aimeriez souligner avec les participants avant de quitter. Joanne, je dirais que c'est important de faire votre recherche et de bien vous engager à votre stratégie de recherche.
Alors, nous allons composer à 100% d'ici les prochains 5 années. Venez nous rejoindre. Le secteur de l'infrastructure connaît de l'ampleur, non seulement en Colombie, mais dans toute la région. C'est un bon point de départ si vous n'êtes pas déjà aventuré. Merci beaucoup, messieurs et madame. Alors, nous vous avons donné toute une panoplie de renseignements. Comme j'ai dit, c'est enregistré, ça fera partie d'une séance archivée. Nous allons maintenant vous ouvrir une séance foire aux questions. Nous essaierons de répondre au plus de participants que possible. Alors, nous pourrons les répondre par courriel aussi. Si jamais vous voulez poser une question, appliquez sur la touche Q&A. Alors, tout de suite, vous pouvez faire ça. Well, welcome everyone to the live portion of our Q&A. So we are now in today, on June 26th. We are all here and ready to answer your questions. Again, I'd like to take a moment and apologize for our technological issues that we had last week, or possibly even the week before. Don't want to waste your time, but we can see that through your questions today, you're very engaged. We've got a lot to cover. So we're going to get right into that at this point in time. And again, if you do have a question, please at any time just hit the Ask a Question button on your screen and we'll get right to that. So without hesitation, I'm going to dive right into your questions here. Again, quite a few. So we're going to try to move through this a little quickly. If we don't cover enough of the content and feel that you didn't get enough of an answer, again, feel free to contact us directly. That's what we're here for. We're here to help Canadian companies. So we're just going to try to make everybody happy today. And if we don't do enough in depth, just give us a call. Love to hear from you. So let's start. We have Joanne, Gustavo, and Steve joining us live on the phone. Obviously, they are in their respective markets, not with us today, but they are available. So I think we'll start perhaps Joanne, and then we will then move to Steve on this question. Is there a marketplace opportunity for recycled paint, either commercial or residential based? So maybe perhaps we'll start with you, Joanne. Is this something that we see in terms of recycling? Is there a greener market drive afoot within certain markets, and if so, which ones are they? In terms of the recycled paint, it's a little bit specific, and I can't pretend to know for that product specifically, though we'd be happy to reach out to some of our colleagues. In terms of residential build, though, there's obviously, with a growing middle class and pretty much all these markets across the region, residential build would obviously be a growing area of investment. So it would be worth looking into, subject to the ability to transport recycled paint economically. Fair enough, Joanne. That's a fair point, that the transport of that particular type of product might be precluded to that. But yeah, that's a very good point. Steve, perhaps from your market view, anything in terms of recycled paint or a sort of greener materials that might go into construction? I'd like to agree with Joanne on the point of the growing middle class driving much more building in the mid-range. Construction products tend to be sourced locally, but as green consciousness improves, we're seeing more and more opportunity for recycled product. Great. Thank you for that. So if we didn't answer that question, just give a call directly, and we'll see if we can if we do it. But I would mention that might be something that you might want to check into with the Trade Commissioner Service. They may be a bit more in tune to this particular market play than we may have access to. So that actually may be a really good question for the Trade Commissioner Service. Again, a free service, and they do wonderful work on behalf of Canadian companies. So we're going to move to the next question now. This is specifically related to, it's in French, so I will read it in French for you. En tant que du marché de l'éducation, est-ce que la technologie des tablettes numériques, des iPads par exemple, sont utilisées au sein de l'industrie éducationnelle
dans le marché. So the question in English is essentially, what about the education market in these countries? Is it fairly advanced in terms of technology? Do they use, for example, iPads in the classroom? Joanne, maybe we can perhaps start with you on that one. Is this something where we could break into these markets? Is there an opportunity that you're aware of? And then Steve, we'll throw to you. Okay. Should I cover it in both French and English? As you see fit, please. I can translate for you if you like. OK, thanks. Peut-être que je vais commencer en français un peu et puis je vais répéter la réponse en anglais après. Alors, en termes d'éducation, c'est la première chose que je dirais, c'est que l'investissement en éducation dans tous les gros marchés est vraiment une priorité pour les gouvernements en ce moment. Et à cela, j'inclurais de l'investissement dans la technologie. Si c'est spécifiquement d'utiliser les iPads comme outil, ça, je ne pourrais pas dire, mais je suis certaine qu'il y a des initiatives. Puisque c'est avec les gouvernements que c'est considéré comme une priorité en développement, EDC, on a un peu moins tendance à nous impliquer dans ce secteur, mais les partenaires en développement du gouvernement canadien sont très impliqués et font des investissements en éducation avec nos partenaires en Amérique du Sud, ainsi que les institutions multilatérales. Alors, on pourrait trouver un contact pour cette personne pour en discuter un peu plus long. Well, thank you, Joanne. So just to respond to that in English so that everybody gets access to that question. Education is a sector where there is significant investment on the part of governments, particularly as a development priority. Because it's on the development side, we don't have quite as clear a view as it is we do on other commercial sectors, specifically related to iPads, whether or not there's an opportunity in the classroom for that. Don't really have a view into that, but I'm going to go to Steve to see. Steve, in English, anything to add? Yes, I think there's opportunities for to bring foreign students into Canada. Canada is a well-respected market. It's got a great brand. So, and we're seeing a lot of activity in all the embassies across the region in attracting foreign students to come to Canada. As well, just on the infrastructure side, we're going to be seeing a lot more investment by the government, especially Chile, Peru, Colombia, Brazil, into education facilities. So they'll be looking at both technology and infrastructure projects going forward. Thank you, Steve. So hopefully that provided a big picture for you. I'm going to bunch a few of the questions here, just mindful of our time. A number of questions on the agricultural sector. So I'm going to try to bring up, well, there is, the garment industry. I think that's actually where we'll start, and then we'll move into the agricultural sector just next. So in terms of the garment industry, there's a question specifically about Brazil. How hard is it to get into that particular market, and who can help us in terms of breaking into that market? So we'll start with Joanne, and then the second part of it would be sort of the greater Andean region. What are some of the opportunities within the textile industry as well? So Joanne, we'll start with you in terms of Brazil and specifically the garment industry, either all nearly ready clothes or prêt-à-porter, or however you'd like to define it. Joanne? Okay. So in terms of Brazil, again, the garment industry gets tied to the trend of a growing middle class and a growing retail sector that we've noted for all these markets. So that's definitely a growing industry. The offset or the challenge to that is that it's also an incredibly competitive one. In all these markets, and in particular in Brazil, there's already a very established local supply, and also a very strong competition from China in particular, if you will. So when you combine that with a Brazil-specific issue, which is very high tariffs on goods, what you have to consider is what is your brand, and is there something that makes your garment
the garments that you offer unique from a branding perspective. And I would suggest that that's a key deciding factor as to whether you want to look to Brazil for selling. If that is the case, and you think that it could be an interesting market, the Trade Commissioner Service does help Canadian companies find qualified distributors, and you can access them through us as well. We work very closely with them to help you on that front. But other markets, again with a developed industry but without the same tariff issue, might be Peru and Chile that are worth considering. Thanks, Joanne. Steve, anything to add on the garment industry, perhaps in the Andean region? Yeah, I think when you're looking at these markets specifically, you have to come in with high-end specialty products. Certain areas where you're producing safety garments, there's a real opportunity in both the mining and the oil and gas sector that we mentioned in the seminar. As well, it's important to remember that the garment industry locally is very, very strong, both in Colombia and Peru. Thank you, Steve. Joanne, I just want to jump to you because you touched a little bit on, and it actually relates to one of the questions that we have is on tariff, particularly in Brazil. And the question was, what sort of tariff protection do we have to overcome in Brazil? Can you talk a little bit about some of the tariffs that Canadian companies need to be thinking about for that particular market? So this is one of the biggest challenges with direct export to Brazil, because tariffs range anywhere from 34 to 65%. On a sector-by-sector basis. On our website, I might point out that we have a Doing Business in Brazil guide, which has a much more detailed tariff section to walk people through that, and it has some sector-specific information, so that might be of interest. And that's while we're very excited about the market and the size of the market, Brazil's a massive country. That's one of the drivers for us to approach it with some caution, and to keep stressing the fact that it's important to know before spending too much time on Brazil, do you have a differentiating factor? Because there are plenty of Canadian companies that sell to Brazil based on their unique technology or whatnot, which results in the fact that Brazilians are willing to pay more for it. But if there is already a homegrown supply of a commodity type undifferentiated product, it becomes very difficult for us to export given those high tariffs. Thank you, Joanne. Glad we were able to get that one question, because I know that's something that comes up quite a bit in some of our webcasts, so I'm glad we were able to cover that one as well. Just so that, Gustavo, I just want to make sure that you're aware, we're going to throw this one to you because it's infrastructure, which is your expertise. One of the questions that we have here are, how can EDC finance South American private energy developers so they can move ahead with projects using Canadian generating supply? Is that something that you can weigh in on, Gustavo? I think we've lost. Okay. I think we've lost Gustavo. Phil, could you repeat the question and I'll take it? Yeah, sure. Steve, the question was specifically, how can EDC finance South American private energy developers so that they can move ahead with their projects, but using Canadian generating supply? The energy sector is an area of big growth, and it's differentiated across all different markets. Chile has the highest cost per watt in there, and so they're looking at all forms of energy generation that can bring that down. So EDC is very active in working with energy developers in them bringing high-grade Canadian technology to market. Peru is in the middle. They have plenty of glass, and they have significant opportunity in hydro. There's 53 watersheds that run out of the Andes down to the Pacific coast, and Peru has bumped up in the last couple of years up against full capacity on their energy production capacity. So we're seeing opportunities in that market as well. And thirdly, Colombia, in rainy years, produces about 70% of its energy through hydro.
But in the Nino years, where there are droughts in certain parts of the country, they rely on thermal power, and they're looking at technologies, one to be exportable in rainy years and used for domestic production in dry years. So that's the scope of the opportunity, and EDC works very closely in Colombia with the multi-Latinas that are very much focused on energy development, and in Chile and Peru around bringing in new technologies to increase efficiencies in energy. Great. Thank you very much. Appreciate that, Steve, for jumping in on that. I think Gustavo's back with us. Next question is a question related to foreign exchange risk, something obviously that all Canadian companies, when you're selling abroad, regardless of your market, you have to deal with. Specifically, they would like to know, they typically sell in US dollars. Is this using foreign currency something can handle on the financing side, or would the currency be converted to Canadian dollars? So I think specifically what they are asking for is how do we transact in terms of dollars. Can't remember who we would approach in this sort of thing, but I know that we transact in US dollars. So I'm going to actually give this one, we'll start with you, Joanne, and then perhaps go to Gustavo after this one. Sure. So EDC does financing in all the major world currencies, so US dollars, euros, pounds, yen. We actually probably have a much bigger US dollar book than Canadian dollars. But I might steal this opportunity to mention that we're also looking at increasing our local currency capacity in the Americas, and where this can either take the form of registering locally to be able to lend directly in local currency as a result of a growing local currency market. So I'm talking about Chilean peso, Peruvian soles, the reais. And where we cannot do so, or where we are not set up to do so, for these currencies, we will look to take a synthetic structure in which we actually settle in US dollars, but EDC will be the one to take the FX risk. So certainly we look to make doing business in world currencies as easy as possible. Gustavo, given that your involvement on the infrastructure side, what is the dominant currency that is being transacted in down the Andean spine? Is it US dollars? Yeah, it's actually an interesting question, because for infrastructure, like road concessions, for example, well, the revenues are collected in local currency. But the governments, they have introduced mechanisms to facilitate part of the ability payments to be made available in US dollars, to make the model more attractive for international investors, and that facilitate the engagement of international lenders. So we see a mix of both. In the case of Colombia, you see infrastructure projects with ability payments in US dollars and Colombian pesos. In Peru, the government has also been promoting a program where the FX risk is mitigated by the government. And there's other countries where, like Chile or Brazil, where revenues are in local currency, but then these are normal for companies where lenders feel comfortable with taking this risk in some instances. Thanks, Gustavo. So obviously when we transact in the U.S. Funds and the banks can clear in U.S. funds, you reduce your FX risk. But just for those Canadian companies that are dealing with that, we also offer a product, as do a number of financial institutions, that it helps you hedge your foreign exchange rates. There's a number of different ways that we can approach that, a little too wide for our time today. But if you are interested in that, it is on our website, or contact us directly, and we'd be more than happy to walk you through that. I mentioned earlier about the agricultural sector, a number of questions in that. I'm going to try to put them together. Basically, we want to know about how can we contact distributors, or how do we get information on distributors within the sector, specifically related also to agricultural equipment distributors.
So the question is really twofold: is how do we contact the right distributors? How do we make connections? And also just writ large for the agricultural sector. So again, I'm going to talk about the Trade Commissioner Service, a great resource in order to get lists for distributors. Those are the experts in that area. Joanne, given Brazil is a huge agricultural sector, we'll start with you, and then we'll go to you, Steve, after that. Sure. So you also mentioned the first go-to place that we recommend, and we can also make those connections as the Trade Commissioner Service for a list of really reputable distributors. Obviously, with Canadian expertise in the sector, the agricultural equipment sector is an interesting one for Latin America, for South America in particular. And I might just take a moment and note that in some cases, some of the farms and the buyers are on a much bigger scale than we're used to in Canada. So on occasion, EDC does get connected in either by the Canadian ag equipment exporters or by the embassies and Trade Commissioner Service to look at financing for some of those larger contracts. And on occasion, it is a requirement in some of these RFP or bids with some of these buyers. So I'm just going to take the moment to say, first, contact the Trade Commissioner Service for your distributor, but keep EDC in mind in that sector. Steve, anything to add on that in down the Andean spine? Yeah, I think it's important to remember the different types of agriculture as you go through the different regions. Chile primarily focused on the fruit market. Peru has really developed the agriculture based on drip technology, where they're farming in the desert. So if you have technology that fits that space, that's very good. And Colombia is coming out of the social conflict that's been plaguing the country for the last 40 to 50 years. So there will be a huge opportunities in the agribusiness space. Thank you, Steve. Well, we're at our time, and we barely got halfway through our question list. So thank you very much for these engaging questions. Wish we had more time, but we do have your emails. We were going to contact you directly in response to your questions. So even though we didn't get a chance to do it here today, we will be contacting you directly. Clearly, in the future, we're going to have to add a little bit more time to be able to get this. So thank you very much. Excellent questions. Joanne, Steve, Gustavo, thank you very much for your input today. Well, that's it that we have time for today. And again, if you didn't get a chance to put your question in, but you still have a question, feel free to contact us by email at any time at marketing@edc.ca. Again, marketing@edc.ca, and we will do our best to answer it, or we will connect you with someone who can. I'd like also to remind all of the participants that you will be able to review today's presentation on our website. It'll be archived, and you will be receiving an email from EDC with a link to access that archive. And again, if you'd like to learn more about various markets, just go to our website anytime and look under the Markets tab. A wealth of information available to you there, and that can help you in either connecting you to the right people or also just giving you background information. So again, Joanne, Steve, Gustavo, thank you very much. Really appreciate having you today. And to everyone at home, thank you. Have a great day in trade.